Le monde d'à peu près. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Monde d'à peu près, un podcast qui vous est proposé par Artemus. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos activités sur artemus.info et sur les réseaux habituels, comme par exemple Telegram sur Artemus officiel ou sur YouTube avec la chaîne Artemus Belgique. Nous vous remercions de commenter, partager et d'augmenter notre visibilité. Nicolas à la présentation, avec une voix un peu défaillante, veuillez m'en excuser. Et je suis accompagné aujourd'hui de Lamine et Hugues. Messieurs, bonjour. 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 Et nous avons le plaisir de recevoir une historienne belge et professeure à l'Université libre de Bruxelles, Anne Morelli. Bonjour. Bonjour. Alors, Anne Morelli, vous êtes l'autrice de différents ouvrages, et c'est pour celui paru en 2001 déjà, mais réédité depuis 2010 sous une forme revue et augmentée que nous vous recevons. Car cet ouvrage reste toujours d'actualité et il s'intitule « Principes élémentaires de propagande de guerre ». Toujours d'actualité donc, et on a le sentiment, malheureusement, que ce livre restera intemporel, on peut le dire. Alors hélas, là, les principes de la propagande de guerre, ce sont des principes qui sont utilisés très couramment, je pourrais même dire peut-être depuis Jules César, qui pratiquait bien la propagande. Alors, je vous reprends parce que le livre n'a pas été seulement réédité en 2010, comme vous l'avez dit. Depuis 2010. Ah voilà, mais il est régulièrement... Oui, depuis 2010, il est réédité régulièrement. Ça, voilà. il est réédité Précisons. régulièrement. Et donc, chaque nouvelle guerre apporte des exemples supplémentaires. Et je pense que quand on a ce schéma en tête, quand on a compris les mécanismes de la propagande de guerre, eh bien, chaque fois qu'on lit un article dans le journal, chaque fois qu'on nous voit à la télé, on se dit, tiens, ils ont appliqué aujourd'hui le principe numéro 6, ou 4, ou 3, ou 10. Mais vous parliez de Jules César, vous avez déjà un exemple concret avec Jules César de la propagande de guerre? Alors, Jules César, il exagère la force de ses ennemis. Ça, c'est un très très bon exemple, parce que si il a raté, c'est parce qu'il avait bien dit qu'ils étaient très forts. Et s'il réussit, ça augmente d'autant plus son prestige, parce qu'ils sont extrêmement puissants. Et faites attention, quand on nous a parlé de la Yougoslavie, on nous a expliqué que c'était la 3e armée du monde. Quand on nous a parlé de l'Irak, c'était l'armée la plus puissante de sa zone, etc. C'est le même principe. Donc Jules César appliquait sa propagande. Et pourquoi est-ce qu'il voulait faire croire qu'il était invincible? Parce qu'il avait un agenda caché, c'était de retourner à Rome et d'y prendre le pouvoir. Et quand on verrait que ce général était vraiment exceptionnel, eh bien évidemment, on hésiterait peu à lui donner le pouvoir. Ces principes, ils viennent d'où en fait? Parce que donc j'ai quand même lu votre livre, c'est bien, 180 pages, ça se lit comme une coupe, comme on dit chez nous. Et vous remerciez Lord Ponsonby. Oui. Ça se prononce Lord Ponsonby. Alors, on dira entre francophones Ponsonby, ce sera le meilleur. C'est donc effectivement quelqu'un qui m'a fort marqué. Quand j'ai pris le cours de critique historique à l'université, mon prédécesseur, le professeur Stenkers, m'a dit « Ça, c'est un livre que tu dois absolument connaître ». Et en fait, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est quelqu'un qui a participé à la confection des fake news de son époque, la Première Guerre mondiale. Il était dans le bureau de la propagande de Lord Northcliffe. Et après la guerre, il a écrit un livre expliquant les faux qu'ils avaient faits. Et donc, ça s'appelle « Les faussaires à l'œuvre en temps de guerre ». Et donc, cette litanie, je dirais, de faux était vraiment intéressante parce qu'il y avait toutes ces questions. C'est eux qui font les massacres. Nous, on se bat comme des chevaliers. Eux, ils emploient des armes qui ne sont pas autorisées, etc. Tout y était, je dirais. Mais moi, mon travail, ça a été de systématiser tout ça en 10 commandements. Et je dis souvent que j'aurais pu en faire 8 ou 14, mais Dieu avant moi en avait fait 10 et ça avait bien marché, donc je me suis dit pourquoi pas moi. C'est donc votre véritable source d'inspiration, c'est Dieu. En toute modestie. Et d'autre part, de voir, après la guerre de 14-18,
si on avait encore à employer les mêmes trucs, les mêmes ficelles. Et la réponse est oui, absolument. Dans toutes les guerres du XXe siècle, on emploie les mêmes ficelles, et dans celles du XXIe siècle aussi. Mais vous dites que ça s'est technisé, en fait, avec la Première Guerre mondiale, c'est ça? Alors, c'était assez artisanal, je dirais, pendant la Première Guerre mondiale. C'était quelques personnes dans le bureau de Lord Northcliffe, ou bien en Allemagne ou en France, qui imaginaient ce qui pourrait frapper l'opinion publique. Et on demandait à des peintres de faire un joli tableau montrant les atrocités de l'ennemi, etc. Mais au fil des années, ça s'est technicisé. Avec la Seconde Guerre mondiale, on a du cinéma. Il y a une masse de films, pourquoi nous combattons, etc., qui aujourd'hui nous semblent un peu choquantes parce qu'on parle des Japonais en disant que ce sont les petits singes jaunes. Or, ce sont des films qui sont produits par le gouvernement américain. Et puis, il y a eu la bande dessinée qui aussi participe à l'effort de guerre, dans la guerre froide aussi. Et puis les chansons, et puis... Les affiches. Ouais, on est frappé par les affiches, vous savez, avec les Allemands là, qui mangent des enfants, ou je ne sais quoi. Oui, à peu près. Qui coupent les mains des bébés, non, c'est ça, qui coupent les mains de tous les bébés. En Belgique en particulier, c'est ça? Oui, et alors on voit que ça revient, ce genre de choses. Il n'y a pas longtemps, on a eu l'histoire des bébés cuits au four. Oui. C'est étonnant, c'est toujours les mêmes. Oui, entre-temps, on avait eu les couveuses au Koweït. Voilà. Et là, on a les bébés qui au four. Ouais, tout à fait. Les méchants de Saddam Hussein qui arrachaient les bébés koweïtiens à leur couveuse et les jetaient sur le sol glacé du Koweït. Tout ça a été glacé, faux. Oui. Enfin, les bébés, il y a quand même eu dans le massacre au Rwanda, là, Rwanda-Burundi, les bébés, ils les ont quand même bien tués. Oui. Et puis dans Art Spiegelman, comment il s'appelle, celui qui a fait Maus. Oui. Là, il montre les bébés qui sont jetés contre les murs, les bébés juifs qui sont jetés contre les murs. Ça, c'est évident qu'il y a eu. C'est de la propagande ou pas? Donc, comment faire la part? Il y a toujours eu des atrocités. Dans toutes les guerres, il y a des atrocités. Mais comme par hasard, nous ne relevons jamais que celles qui sont faites par nos ennemis. Et nous ne relevons jamais celles qui sont faites par notre camp. Or, il y a aussi des atrocités, bien sûr. Il ne faut pas imaginer, comme le pape l'a d'ailleurs dit il n'y a pas longtemps, il a dit « Ne vous imaginez pas que nous sommes dans un film avec les bons d'un côté, les méchants de l'autre. » Les choses sont plus complexes. Mais ça va même au-delà de ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on nous habitue depuis notre plus tendre âge à avoir les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Cette espèce de pensée binaire, ce qui fait manichéenne. Aussi, oui, mais manichéenne et binaire, le foot marche aussi pour ça, parce que vous avez l'équipe A contre l'équipe B et ça marche tout le temps. Maintenant, avec le recul, vous dites que ça fait depuis Jules César. Bon, vous n'êtes pas la première à avoir écrit sur la propagande de guerre. Comment ça se fait que ça marche toujours aussi bien? Donc, je sais que il y a une sophistication, notamment on le voit aujourd'hui à travers TikTok. On voit toutes ces femmes de l'armée israélienne qui sont en train de danser, hyper jolies, etc. Moi, je pense que c'est juste du fait, que c'est juste pour essayer de faire enrôler des gens dans cette armée, dans cette salle. Donc comment ça se fait que ça continue à marcher malgré tous les récits qu'on a eus, tous les livres tels le vôtre? Je pense à Michel Collomb qui a aussi fait le travail. Donc comment ça se fait que ça marche encore? Alors d'une part, quand chaque fois que la guerre est terminée, on nous apprend un peu après que c'était pas vrai l'histoire des bébés arrachés à leur couveuse, que c'était pas... Et on se dit la prochaine fois, je ne me laisserai plus avoir. Et la fois suivante, pourtant, on se laisse avoir. Pourquoi? Parce que ça correspond à de la psychologie tout à fait élémentaire. On veut tous être du côté du bon, du gentil, etc. Et par exemple, un des premiers principes, c'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre. Mais c'est quelque chose que vous avez tous appliqué quand vous étiez petit. Quand on vous prenait sur le fait occupé à arracher la tresse de votre voisine, vous disiez « mais c'est elle qui a commencé, je ne fais que me le défendre ». Petit frère, petite sœur, moi je disais « je l'aime pas ». C'est tout le temps comme ça. Je l'aime pas, je tapais. Mais ça, c'est c'est le principe numéro 2. Le camp adverse est le seul responsable de la guerre. Voilà, effectivement. Et donc, comme on est habitué à vivre comme ça, à se trouver des excuses, parce qu'on est toujours du camp des attaqués. Et pour trouver
une justification à la guerre avec ce principe. Ce qui est très important, c'est de fixer la date de début de la guerre. Oui. Alors, je m'explique. Oui. Si vous dites la guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle a commencé le jour où Poutine a envahi. C'est le 22 l'Ukraine. février. C'est le 24 février 2022. 22. Oui, on n'explique pas le reste, quoi. Oui, ça a commencé ce matin-là. Poutine s'est réveillé, s'est dit tiens, qu'est-ce que je fais ce matin? Allez, on va attaquer le Voilà. du Donbass. C'est comme la magie du 7 octobre. Exact. Il y a Voilà, rien eu avant. c'est ce que j'allais dire. Donc, on ne fait pas attention à ce L'historique. qui s'est passé avant et on ne regarde pas ce qui s'est passé de 2014 à 2022. Pendant 8 ans, il y a eu des bombardements des Ukrainiens sur les territoires Ukrainiens. Un renversement de gouvernement aussi. Voilà. Et il y a eu le renversement du gouvernement avec... Et la maison des syndicats, l'incendie de la maison des syndicats. Voilà, tout ça, on On n'en oublie. parle pas. Et comme vous le disiez, c'est la même chose pour le conflit israélo-palestinien. On dit c'est affreux ce qui s'est passé en octobre. Oui, de nouveau la rhétorique des bébés. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait le conflit a commencé ce jour-là. Ah oui, tout à fait. Hein? Ben non, il a commencé en 48. Et si vous prenez une date ou l'autre, la vision est tout à fait différente. Et donc, ceux qui se défendent et qui sont dans leurs droits, ben, ça peut changer. Moi, je voulais vous poser une question. Au départ, pourquoi on a besoin de la propagande? Ça s'adresse au grand public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la mécanique? Je dirais qu'on a de plus en plus besoin de propagande. Parce que c'est Göring qui disait « Tous les peuples ont envie de vivre en paix, mais il faut les persuader qu'ils sont attaqués et qu'ils doivent riposter. » Eh bien, ça, c'est élémentaire. Et puis, dans un pays dit de démocratie, on doit faire preuve d'écoute envers l'opinion publique. Donc, il faut que l'opinion publique soit unanime à soutenir le mouvement, à soutenir la guerre. Et pour que l'opinion publique soutienne la guerre, ben, il faut évidemment y mettre le paquet et tous les médias doivent chanter la même chanson. Oui. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez d'une des techniques de propagande qui est diaboliser celui qui a une voix contraire, dire qu'il est manipulé par l'ennemi. Ceci dit, avec la sophistication. Merci. On remarque que c'est en train de se retourner contre eux un peu, parce que, si vous voulez, avant, il y avait un gros pouvoir des médias, qui avait le seul pouvoir d'envoyer des reporters sur place, des vidéos, etc. Maintenant, on voit avec notamment une plateforme telle que X, en fait, c'est pas aussi manichéen que nous le font croire les médias. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens sur place qui peuvent nous envoyer des photos d'enfants qui sont trucidés par l'armée de Tsahal, notamment à Gaza. Et donc, il y a vraiment un contre-discours par rapport aux médias classiques. Donc, alors, je suis d'accord et pas avec vous. Parce que c'est vrai qu'il y a des voix dissonantes qui ont quand même une petite possibilité de s'exprimer. Mais on a supprimé Russia Today, qui avait pourtant de bonnes émissions, notamment des journalistes français interdits d'interdire, etc. On nous a supprimé la Sputnik. Et donc, comment pouvez-vous avoir le point de vue de l'ennemi ? C'est très compliqué aujourd'hui, parce que les médias, et en tout cas les grands médias, sont dans les mains de quelques personnes, dont certains sont même des marchands de canons. Oui, alors là j'ai un contre-exemple pour vous, c'est que Russia Today, il existe toujours sur Internet. Oui. Et que si on regarde l'audience aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, des chaînes telles que CNN, la Fox, etc., un Tucker Carlson fait beaucoup plus de vues que toutes ces chaînes réunies. Donc il y a vraiment un shift. Et si vous voulez, il y a eu, rappelez-vous, les médias tous ensemble ont crié au scandale quand Tucker Carlson s'est dit on va aller l'interviewer, Monsieur Poutine, on va voir ce qu'il a à nous dire. Et il a fait des millions et des millions de vues. Donc vous ne pensez pas que justement ça c'est en train quand même ils n'ont plus la maîtrise de l'outil Internet et que c'est en train un peu de se retourner contre eux. Moi je pense que c'est un peu il y a pluralisme si vous voulez, mais c'est ce qu'on peut comparer à un pâté qui est avec un demi-cheval et une demi-alouette. Le demi-cheval, c'est les médias dominants. Oui.
Et la demi-alouette, c'est le Monde Diplo, c'est d'accord. votre chaîne, ce sont quelques possibilités de s'informer sur Internet. Mais à côté de ça, vous avez la télévision que des millions de gens continuent à regarder. Peut-être pas vous ni moi, mais il y a des tas de gens qui la regardent. Donc il y a aussi une question de génération, puisque la plupart des gens qui regardent encore la TV, ce sont, on va dire, les générations des boomers, qui font aveuglément confiance à cette télévision. Mais tout ça est assez difficile à évaluer, mais je crois qu'on serait encore étonné, justement, malgré les générations, du nombre de personnes qui regardent encore la télé et qui s'informent par Bien la sûr. télévision. Et je pense que même si justement il y a cette émancipation par le numérique, qui est plutôt bienvenue, qui crée aussi un espèce de flou généralisé dans tous les Bien sens sûr. du terme aussi, on est peut-être un peu faussé. On n'a encore pas cette émancipation absolue, peut-être, du numérique. Ça vient, mais c'est difficile de savoir de quel côté le pourcentage est le plus fort encore, c'est vrai. Je suis un peu mitigé sur la question. Et là, comme Madame le disait, justement, je suis oui et non. C'est très difficile. Je suis d'accord avec Madame, à quand déterminer, on fait la comparaison du pâté oui. d'alouette et du pâté de cheval, c'est tout à fait vrai. Ils ont des moyens colossaux, ils ont quand même des zones hertziennes, ils ont la télévision, etc. Tout ce que je dis, c'est que quand même, il y a maintenant un gros caillou dans leurs chaussures. Avant, il était petit, maintenant, il devient de plus en plus gros, il fait un peu mal. Parce que la contre-propagande existe également, parce que les deux font de la propagande, que ce soit du côté russe ou que ce soit du côté otanesque, ils font tous les deux de la propagande. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est plus les leviers tels qu'ils étaient avant, il y a quand même des effets qui ont changé dans cette propagande, qui est plus difficile justement à maîtriser de A à Z. Je pense aussi que la propagande, c'est, j'allais dire industrialisée, c'est-à-dire que si on retourne un siècle en arrière, c'est un brave peintre qui fait une œuvre qu'il va multiplier pour montrer les atrocités de l'autre camp, etc. Aujourd'hui, ce sont des firmes de communication qui sont payées pour faire cette propagande. Et grassement payé. Oui, Au hasard, McKinsey. oui, Helen Norton aussi. Helen Norton a des grands bureaux ici à Bruxelles. Et Burson Marsteller. Oui, Oui, des gros consultants en fait américains. qui sont spécialisés dans la communication. Et ces gens, ils font de la communication. Si vous allez les trouver, vous dites, voilà, je voudrais vous proposer une belle affaire pour Pepsi Cola. Ils sont d'accord. Oui. Et puis, vous dites, je voudrais vous proposer une belle affaire, et vous citez un pays ami. Ben, ils vont faire la même chose. Et ils ont des moyens pour tester les témoins, les encourager, les faire répéter, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à des situations comme celle que vous évoquiez tout à l'heure avec les bébés arrachés aux couveuses, où il y avait un faux témoin qui était la fille de l'ambassadeur du Koweït et qui apparaît aux Nations Unies et qui raconte son histoire en pleurant des larmes. Elle avait été bien drillée, nous dirions en belge. Elle aurait pu gagner l'Oscar. Voilà, oui, elle aurait pu gagner l'Oscar. Donc on est là dans un autre domaine que de la propagande artisanale. Non. On est arrivé dans un domaine où ils maîtrisent très bien les émotions qu'il faut créer, etc. Et les émotions, c'est essentiel dans la propagande. Mais finalement, justement, si cette propagande, elle arrive à perdurer dans le temps et passer tous les clivages, même le numérique, c'est aussi finalement parce qu'elle s'appuie sur les travers de l'être humain, en fait. Sur les bassesses ou les petites réflexions, les petites choses. Comme vous disiez, c'est émotionnel. Ça va vraiment s'appuyer sur les choses, sur le fonctionnement humain, mais dans ses travers, dans son manque de réflexion, dans son manque d'analyse, dans le direct, dans le consumérisme. Et dans l'époque où nous vivons, ça peut aussi être un peu plus, plus agrandi encore. C'est assez intéressant. Alors, ça aussi. c'est vrai, mais c'est aussi jouer sur notre empathie. Oui. Sur le victimaire. Les pauvres, on va aller les sauver. On va aller les sauver, surtout si c'est un petit pays à côté de grands pays, ça marche très très bien. Le Kosovo, les femmes de l'Afghanistan, les Ukrainiens contre... Pauvres Koweïtiens. Oui, c'est ça, exactement. Koweïti, pardon. Et donc, on joue sur notre sentiment, sur notre empathie envers un groupe qu'on nous présente comme martyrisé.
Mais d'ailleurs, cette propagande de guerre rappelle un principe de manipulation qui est de remplacer la réflexion par l'émotionnel. Et là, on y est absolument. Absolument, et pendant la Première Guerre mondiale, la Belgique a joué un rôle très important là-dedans. Parce que quand il s'agissait d'attirer dans la guerre l'Italie, qui était restée neutre, ou bien les États-Unis, sur quoi est-ce qu'on s'est basé ? Pas sur des questions géopolitiques, pas sur des questions de ressources économiques, etc. On s'est basé sur le sentimental et sur l'affectif, en parlant évidemment des bébés belges aux mains coupées, de la bibliothèque de Louvain mise à feu, sur l'ordre personnel du Kaiser. Il ne savait même pas sans doute où se trouvait Louvain. C'est un enchaînement d'émotions qui a fait que finalement, même les socialistes italiens qui étaient très opposés à l'entrée en guerre de l'Italie se sont laissés faire. Ben oui, si on doit aller sauver les bébés belges, allons-y. Mais vous le disiez plus tôt quand on parlait de Jules César, qu'il complotait. Là, on peut parler de complot. Est-ce qu'on peut parler de complot ? Parce que pour définir le complot, c'est ce qu'on ne sait pas. On va spéculer. Mais là, est-ce qu'on peut encore parler de complot ou on essaie au savoir de tous à partir du moment où on fait les recherches nécessaires ? Alors, pour moi, ceux qui croient qu'il y a tout le temps des complots, ils se trompent. Mais ceux qui pensent qu'il n'y a jamais de complot, ils se trompent aussi. D'accord. Parce que, évidemment, il y a des assemblées qui ne nous sont pas connues, où il y a des gens que nous ne connaissons pas, qui se mettent d'accord. Par exemple, à propos de l'Ukraine, on est déjà depuis un moment occupé à discuter de la reconstruction de l'Ukraine. Qui est-ce qui va apporter le béton ? Qui est-ce qui va qui va vendre le béton, le fer, le matériel informatique, que sais-je. Mais ça, naturellement, on ne va jamais nous présenter cela comme la suite logique des opérations, mais c'est une réalité. Donc il y a complot, si vous voulez, parce qu'on ne nous dit pas ce qui se passe, mais ce n'est pas tout le temps des complots, mais il y en a, évidemment. Oui, bah donc, de toute façon, si on reprend l'histoire du conflit ukrainien, on sait maintenant que fils Biden a été gracié parce que justement il y avait des dossiers compromettants de la participation des États-Unis à travers les réseaux Biden, de l'entrée en guerre de l'OTAN via l'Ukraine et via les réseaux Biden. Donc là, il a été gracié. Donc là, on peut plus. Voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on peut plus parler de complot parce qu'on le sait. Mais c'est trop tard, ouais. C'est factuel, mais trop tard, ouais, exactement. Mais on parle de cette propagande et de ces principes. Peut-être qu'on pourrait les rappeler. Peut-être qu'on pourrait les énumérer. Alors, parce on en a déjà vu certains. Quand même, moi, je vous invite à les commenter, puisque votre bouquin, il est fait d'une manière très didactique. Après l'introduction, voilà. Donc merci Laure Ponsonby, c'est l'introduction. Donc vous dites quand même d'où ça vient tout ça. Et puis ensuite, donc il y a les 10 principes et puis une conclusion évidemment très intéressante. Donc le premier principe, nous ne voulons pas la guerre. Ah non, il faut toujours. C'est à notre corps défendant. Hein. Et il faut toujours se présenter comme des pacifistes. Nous sommes hostiles à la guerre, mais on va nous y pousser. Et nous allons devoir... On ne voulait pas venir, mais voilà, on est obligé. On est obligé de... C'est un peu comme ça que Poutine a présenté son entrée en guerre à l'Ukraine. Il était obligé. Oui, et chacun a fait ça. Parce que le Donbass allait être envahi par les Ukrainiens. Oui, l'armée qu'il était déjà attaqué. Que ce soit vrai ou pas. Hein, mais oui, justement, c'est important. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais on le rappelle, que tous les camps utilisent la propagande de guerre. Tous les camps, sans exception. Oui. Donc justement, le camp adverse est le seul responsable de la guerre. Donc ça, c'est le deuxième principe. On l'a vu. Donc c'est pas de notre faute. Nous ne faisons que répondre. Voilà, nous ne faisons que répondre. Le troisième, l'ennemi. Alors voilà, l'ennemi a le visage du diable ou l'affreux de service. Alors, c'est très important. Bon, avec Poutine, là, c'est personnifié. Saddam Hussein, Poutine, qui encore. On le présente avec une moustache pour le faire. Oui, les barbus du Hamas. Les barbus du Hamas. Puis Netanyahou, évidemment. L'État islamique à l'époque, qui servait bien, parce que de toute façon, c'est ça qui est marrant, c'est que ça dépend
à quel moment on doit faire la propagande, parce qu'il y a le moment Al-Nosra fait du bon boulot, comme disait Fabius, et puis il y a les méchants terroristes. Puis il y a la même chose, il y a les guerriers de la libération en Ukraine, du régiment Azov, qui en fait sont des néo-nazis. Donc en 2014, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on commence quand même à se dire, oui... c'est un peu exagéré. C'est un peu peut-être, oui. Alors, la question du leader est importante parce que si on vous dit on va bombarder l'Afghanistan, vous avez peut-être quelques réticences, mais moi je me dirais il doit y avoir des profs comme moi. Et puis, des habitants il doit y avoir des habitants, il doit y avoir des hôpitaux, il doit y avoir des écoles. Ouais, des dommages collatéraux, quoi. Attends, on va y venir là. Et donc, on peut avoir un certain nombre de restrictions. Mais si on ne vous dit pas, nous allons bombarder l'Afghanistan, mais nous allons nous attaquer à Ben Laden. Alors là... Ça change tout. Voilà, ça change tout. Les personnifiés. Là, on peut faire du carpet bombing. Là. Oui, la personnification est très importante. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était soi-disant le Kaiser qui était l'affreux de service. Le salaud de service. Mais parfois, vous avez des salauds de service qui sont, je dirais, par intérim. C'est-à-dire qu'ils sont sympas, puis ils sont monstrueux, puis ils sont de nouveau sympas, etc. Bon, on a eu l'exemple avec Kadhafi aussi. Kadhafi Qui était invité régulièrement, et puis un jour, il n'était plus invité, même il a été désinvité assez violemment, d'ailleurs. Oui, Kadhafi, d'abord, il était le chef du terrorisme international, monstre, puis c'était un interlocuteur valable qu'on reçoit à l'Élysée. On l'a reçu à l'Élysée. Oui, il plante sa tente. C'était quand même après qu'il a descendu un avion de, je me souviens plus, une compagnie française là, mais il arrive à l'Élysée, il plante sa tente dans les jardins de l'Élysée. Dans les jardins. Peut-être qu'il était venu avec une valise un peu lourde de cadeaux, mais ça, on n'en sait rien. Sarkozy en sait quelque chose. Et puis, il redevient un monstre qu'on va tuer d'une façon assez répugnante. Et donc, il y a des monstres par intérim. Vous le voyez en première page, il est accueilli avec le sourire, et puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, c'est autre chose. Alors que c'est la même personne, mais c'est vrai que c'est quand même, quand on voit ça avec en rétrospective, on se dit, mais on se fait quand même bien rouler dans la farine par la propagande. Mais même avec Poutine, c'est en juillet 21, je crois, que Mme Merkel prend sa pension et elle est reçue par Poutine, il s'embrasse, il lui offre un magnifique bouquet de fleurs et elle se dandine, mais mon cher Vladimir, il ne fallait pas, c'est trop gentil. Et puis quelques mois après, on nous apprend que c'est le monstre par excellence. Le visage du diable est circonstanciel. C'est ça. Exactement. Alors le quatrième principe, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. Alors ça, c'est le gros mensonge. C'est le gros morceau. Il ne faut jamais parler de pétrole, d'intérêts. Il faut parler de la démocratie et de nos valeurs. Voilà. dont personne ne sait. Oui, on ne sait pas lesquelles, mais on en a. La démocratie surtout. Et les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme, c'est bien aussi. Pour la question des véritables buts de la guerre, et selon moi, ils sont toujours de deux espèces. Il y a les buts économiques. On va essayer d'arracher la sidérurgie lorraine à l'Allemagne, etc. Ou le pétrole. Et puis, il y a les buts géostratégiques. Ouais. J'essaie de découper en rondelles mon ennemi en lui enlevant des morceaux, en créant des séditions à l'intérieur de son pays, etc. Ça, on n'en parle jamais. Et on emballe tout ça. Nous combattons pour le droit, pour la liberté, etc. Et j'ai deux photos magnifiques à ce sujet. C'est une gravure allemande de 14-18. Et on voit un guerrier et il dit « Für Recht und Freiheit », pour le droit et la liberté. Et sur un monument aux morts belge, il est mis « Ils sont morts pour le droit et la liberté ». Donc, les Allemands meurent pour le droit et la liberté. En face d'eux, les Belges aussi meurent pour le droit et la liberté. Ce qui prouve que c'est vraiment, la guerre est un dialogue de sourds. Il y a une troisième qui, pour moi, est flagrant dans le conflit au Moyen-Orient, c'est aussi l'eschatologie et le religieux. Parce qu'il y en a quand même qui essaient d'instaurer la Bible d'Isaïe. Je crois que c'est un des principes qui arrive après. Oui. C'est un des principes, mais je viens trop tôt. Oui. Alors, ça doit être le numéro
8, je pense que c'est le 8. Non, c'est le 9. C'est le 9, la Sinon- cause sinon rien. sacrée. Ah, ok. Alors, Voilà, c'est ça, ouais. 9, notre cause a un caractère sacré. effectivement, Là, on y va, on a beaucoup plus de cœur à l'ouvrage si on sait que Dieu est à nos côtés. Ça, Hein. Donc les Allemands avaient un ceinturon où il était marqué Gott mit uns. Il y a des musulmans qui crient Allah Akbar en se suicidant, mais sur les billets américains, il God est we marqué trust. In God we trust, God save the Queen en Angleterre. Dieu etc. est mon droit. Voilà. Donc chacun essaie de mobiliser ses soldats avec cette idée que eux ils sont dans le bon camp. J'étais en Yougoslavie lors de la guerre et en avril 99-99, c'est Pâques et les Yougoslaves ont de grandes affiches avec un œuf de Pâques décoré à la manière des pays de l'Est et il est marqué « Eux croient aux bombes, nous croyons en Dieu ». Et donc ils étaient sûrs d'avoir la victoire puisque eux, ils étaient appuyés par Dieu. Ah bah oui. Donc, c'est un argument qu'on retrouve tout le temps. Cette terre nous a été donnée par Dieu, nous luttons pour Dieu, etc. C'est quelque chose de aussi quand dès qu'il s'agit de pays arabes ou quelque chose comme ça, c'est l'islam radical, Oui. c'est forcément l'islam radical. Même quand c'est le contraire. Enfin, on voit en Syrie, par exemple. Oui, et puis ça ne dérange pas de faire des affaires avec l'Arabie Saoudite, tout en disant que Bachar el-Assad est un terroriste. Oui. Voilà, donc avec le Qatar, qui sont quand même les plus rigoristes, on va dire. Oui, Il s'agit ils ont de- introduit de- une nuance quand même. Il y a les chiites et les sunnites. Ah, oui. Donc voilà, les méchants c'est les chiites, les sunnites sont plus sympas. Je crois que c'est connais les pas trop Wahhabites, les méchants. Non, alors là, tu vas déjà trop loin. Hein. Moi, je connais pas trop la différence. Je suis désolé. Ah si, il y en a quand même. Oui, On fera oui. une Oui, émission il y en sur a. le sujet. Ah non, il y en a, Oui, il y a mais ils absolument sont une pas différence, mais, forcément mais plus on met tout dans le même agressifs, sac. C'est les Non, mais islamistes barbus. Ce et hop. qui est marrant, c'est que si tu veux, les rigoristes par excellence, ce sont les Saoudiens. Il n'y a pas de problème à faire du business avec eux. Ah non. Il n'y a pas de problème. Et du tourisme. Et et voilà, tout donc ce qu'on veut. c'est là où tu as le double standard. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'un côté que Bachar el-Assad est un méchant islamite alawite, et d'ailleurs continuer à faire du business avec l'Arabie Saoudite. Il y a une dichotomie, mais bon, c'est foirant. Ah, il y a les alaouites aussi. Oui, oui. Ok. On va donc. Moi, je passe au principe numéro 8, puisqu'on parlait de la Yougoslavie. Et excusez-moi, je n'ai pas de chemise blanche et je ne vais pas l'ouvrir pour montrer ma poitrine. Vous êtes BHL numéro 2 Voilà. Principe numéro 8, les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. Alors là. Ouais, mais là, ça devient quand même difficile parce que quand Bernard-Henri Lévy est derrière quelque chose, c'est une boussole qui montre le sud. Et ça commence à se voir de plus en plus. Quoi. Oui, mais malgré ça, il est à la tête de certains journaux. Ça, c'est vrai. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Quels sont les livres à lire, quels sont les auteurs à promouvoir, même à la télévision, etc. À la télévision, il est quand même Dans le au conseil. Il est conseil de omni- surveillance d'Arte Oui. qui sponsorise ses propres films. Oui. Ce que personne ne ce qui est regarde. Personne ne intéressant, regarde. c'est que ce type est invité régulièrement et on peut se demander à quel titre à chaque fois. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne regarde. Ouais. Mais c'est comme Je ne sais pas quel est le pouvoir de. c'est comme ces ventes de livres. Bah, oui. Bernard-Henri Lévy est un type qui vend très très peu de livres en réalité. Mais T'en c'est-à-dire as que vendu plus. par Oui, j'en ai contre- vendu plus, c'est vrai. Par contre, quand il est à la télévision, ça c'est vrai, il n'est jamais contredit, enfin très peu. Oui. C'est très rare. Quoi. Donc, Donc les artistes ont ce rôle, c'est d'appuyer la propagande officielle. oui, oui. Et quand je dis artistes et intellectuels, bon, il y a les gens comme BHL, mais il y a aussi, C'est un saltimbanque. C'est mais ça. aussi un sans domicile fixe, parce qu'il a tellement de maisons partout. Mais aussi les artistes au sens plus large, par exemple des auteurs de bandes dessinées. Vous avez des bandes dessinées autonomes, mais vous en avez qui soutiennent la propagande. Oui, oui, tu as raison. Pour la guerre française en Asie, Vietnam. L'Indochine. la L'Indochine. guerre d'Indochine, eh bien, il y avait des bandes dessinées incroyables qui montraient les aventures des courageux Français qui vont être jetés dans la fosse aux tigres par les monstrueux Viettes, etc. Et là, si vous êtes inquiet, je peux vous rassurer parce qu'il y a une scène hilarante de mon point de vue, parce qu'au moment où ils sont jetés dans la fosse aux tigres, ils vont hypnotiser
le tigre, avec une formule magique, il crie « Vive la France, vive la Légion ». Et là, Le tigre paralysés. là, est paralysé. Donc, on va essayer. Ils sont forts, ces Français. Mais ils sont quand même moins forts que les Américains, qui ont déjà amené, eux, très tôt, Captain America, qui combattait les nazis déjà il y a longtemps. À travers le cinéma. Même les dessins animés, ils font partie Netflix, c'est un outil de propagande par excellence. Donc, les artistes, les intellectuels participent. Et s'ils sont contre la guerre, eh bien, s'ils sont contre la guerre, on ne leur donnera plus le micro, on ne les fera plus chanter, et on ne leur permettra plus non plus de s'exprimer dans les journaux. Je pense que c'est au moment de la guerre contre l'Irak, des opposants américains, des chanteurs, des artistes, ont dû acheter eux-mêmes une page du New York Times pour se dire pas en notre nom, etc. Nous sommes opposés à la guerre. Mais qui est-ce qui peut se permettre d'acheter une page du New York Times? Pas Sophie Marceau, en tout cas. L'ennemi provoque sciemment, alors ça c'est le principe numéro 5, l'ennemi provoque sciemment des atrocités. Si nous commettons des bavures, c'est involontairement. C'est très important aussi parce que ça veut dire que l'ennemi, c'est un sadique par excellence. Et lui, il adore faire des atrocités. Tandis que nous, quand on nous met le nez dedans et qu'on dit « mais enfin, vous avez aussi fait tel et tel massacre », on dit « ça c'est un dégât collatéral. Un dommage collatéral. Dégât collatéral. On fait des frappes chirurgicales. Voilà, c'est pas mal. nous faisons des frappes chirurgicales et par malheur, on a tué quelques familles autour de celui qui... Donc, il y a juste raser une école et un hôpital à côté, mais c'était pas prévu. Ça, en parlant de frappe chirurgicale, le premier missile Oreshnik, donc casse-noisette balancé sur l'Ukraine par Poutine, qui était destiné quand même à envoyer un signal à l'OTAN, apparemment, il n'aurait même pas touché la clôture de l'usine sur laquelle il est tombé. Donc ça, c'est de la vraie frappe chirurgicale à 180 non, c'était combien 2 km et demi à la seconde ou un truc comme ça. C'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que là, de nouveau, alors là, on a propagande, contre-propagande. On a entendu beaucoup de choses différentes sur ce missile. Et c'est difficile d'avoir la réalité de la chose parce que ce missile n'était pas armé. Hein. Oui. Et c'est uniquement l'énergie cinétique du choc qui a créé... Il n'y a pas de charge. Non. Mais par contre, il y a des témoins qui expliquent qu'ils ont cru qu'il y avait un tremblement de terre et ça a rasé toute une partie de plein de trucs sans rien faire déjà. Et on sent que c'est vraiment une démonstration juste pour dire, détendez-vous, on fait juste ça pour vous, hein, on se calme un peu. Ça sent ça, quoi, voilà. Mais là, de nouveau, alors vraiment, on est vraiment dans le sujet, parce qu'on a vraiment des informations très contradictoires des 2 camps, ou des 3, 4, 5 camps. On a entendu des choses très différentes. C'est très difficile d'être objectif. Ouais. Ce qui est marrant, c'est la petite anecdote qui est drôle, c'est que c'est le nom du missile, justement. Parce que les Américains, ils ont toujours des tomahawks, des trucs comme ça. Et les Russes, ils ont un bois de noisettes. Il y a quelque chose de, je sais pas, peut-être c'est pour être drôle, je ne sais pas. C'est pas très drôle à la base, mais allez savoir. C'est peut-être aussi une forme de propagande. Et ça rejoint un autre point qui est celui sur le type d'armes qui est utilisé par l'ennemi. Principe numéro 6, l'ennemi utilise des armes non autorisées. Oui, comme les fameuses... le gaz qui avait été utilisé contre les populations de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, c'est lui-même contre ces populations. Voilà, ça c'est un grand classique. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, il y a une discussion qui est-ce qui a employé les gaz asphyxiants. Oui. Alors chacun accuse l'autre camp de l'avoir utilisé le premier. En fait, ils rêvaient tous de l'avoir. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas continué à l'utiliser? Parce que c'est une arme très fluide. Je vous envoie des gaz, il y a le vent tourne et c'est moi qui me prends tout. Donc, ils se sont arrêtés là, mais c'était une accusation. Chaque fois, c'est vraiment pire que de mourir d'une balle, d'un projectile. Oui, non, là, c'est n'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe comment, dans des douleurs atroces. Voilà. Et donc, ça agit sur l'émotionnel des gens. Il faut tout de suite qu'on les arrête. Sinon, on risque d'avoir ça sur nos populations. Donc, exactement. Et donc, après ça, on va dire que ce sont les sous-marins qui sont des armes non autorisées. D'habitude, ce sont les armes que nous n'avons pas qui sont des armes non autorisées. C'est ça, le principe.
Et puis la bombe atomique, qui est-ce qui peut l'avoir? Qui est-ce qui ne peut pas l'avoir? Qui est-ce qui l'a utilisé? Ah, voilà. La fameuse fiole. Ça sera encore autre chose. Mais la bombe atomique, il n'y a qu'une puissance, selon moi, qui l'ait jamais utilisée. Hein. Oui. Mais elle accuse les autres de la détenir. Et puisque vous évoquiez la fiole de Colin Powell, qui arrive à l'ONU et qui dit, voilà, j'ai la preuve que les Irakiens ont des armes de destruction massive, des armes biologiques. Et c'est incroyable, il n'y a personne qui a dit, monsieur, je voudrais bien analyser ce qu'il y a dans cette fiole. C'était une fiole de jus de pomme. Ouvrez cette fiole. Ouvrez Je cette fiole. pense que c'était plutôt du yogourt, quelque chose comme ça, parce que c'est blanchâtre. Ouais. Et donc, à partir du moment où ils ont cette arme immonde, dont on ne saura jamais ce que c'était, on peut les attaquer à titre préventif. Et donc cette question de l'arme est importante aussi. Et nos pays accusent volontiers les pauvres de terrorisme. Mais c'est quoi? C'est l'arme des pauvres. Parce que c'est beaucoup moins contraignant de pousser sur un bouton dans l'avion du Enola Gay pour larguer une bombe sur Hiroshima que de se faire exploser avec une ceinture de dynamite. Donc ce n'est pas une arme de lâche, mais c'est une arme de pauvre. Parce que si vous n'avez pas un avion, vous n'avez pas les munitions qu'il faut, vous pouvez toujours entrer dans un café et avec votre couteau de cuisine... On arrive quand même à aller tourner un avion avec des cutters quand même. Ça, c'est... Mais ça, c'est bien aussi. Effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai évidemment pas dit sur les réseaux sociaux quand on parlait beaucoup de terrorisme, mais mon grand-père était terroriste. Mon père aussi, mon père a que été résistant. déporté. Oui, il était résistant, oui. Mon Il père a était été résistant pendant la déporté Deuxième Guerre mondiale, mon en grand-père, Allemagne. et il était appelé terroriste par Bien sûr. l'occupant. Bien sûr, quand on voit la fameuse affiche rouge avec les résistants à Paris, il est marqué l'armée du crime, les terroristes, etc. Le résistant de l'un, le terroriste de l'autre, que ce soit dans un pays occupé ou un autre. Il y a quelque chose que vous n'avez pas, vous n'avez pas en principe, enfin, c'est peut-être derrière, mais c'est la rhétorique. C'est très important ce qu'on vient de dire là, par exemple, c'est un mot. On appelle terroriste, donc on a parlé de dégâts collatéraux, de frappes chirurgicales. Il y a toute une novlangue, autour de la propagande de guerre, à chaque fois. Ah oui, tout le temps. Et on parlait de nos valeurs, la démocratie, etc. La démocratie, c'était déjà un des leitmotifs de la Première Guerre mondiale contre l'Allemagne. Or, l'Allemagne connaissait déjà le droit de vote, un homme, une voix, alors qu'ici, ce n'était pas le cas. Et elle connaissait un système de protection sociale tout à fait enviable. Donc, ce n'est pas un pays de brutes, de dictateurs ou je ne sais quoi, mais on employait les mots « nous allons mourir ». Donc on fait des inversions. Hein. Tout à fait. Des inversions accusatoires, hein, on fait des inversions. Oui. Et il y a aussi une novlangue, donc des mots qui sont créés comme ça. Et qui sont tellement répétés que finalement... n'importe qui dans l'opinion publique associe à terroriste un certain nombre de personnages. Oui. Avec toujours l'image d'à quoi ressemble le terroriste, qui est le Mais plus commun dénominateur de toute une... Ça dépend des époques, Oui, parce mais qu'on parlait notamment du cinéma hollywoodien. Oui, tout à fait. Alors, les gentils, c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est l'américain, le blanc, gentil et tout. Et à une époque, les méchants, d'abord, c'était les nazis. Après, c'était les Arabes. À un moment, c'était les Russes. Et les Arabes sont en train de revenir maintenant. Voilà. C'est tout par époque à Hollywood, les méchants. Mais les Arabes, ça date. Hein. Ça date très très longtemps. Là, cette propagande anti-arabe. Mais c'est toujours un peu... Aussi, dans le catch. Oui, tout à fait. Oui, le catch, c'est merveilleux parce qu'il y a toujours le bon et le méchant. Et à un certain moment, quand il y avait les conflits avec Saddam Hussein, c'était une vraie copie conforme. Le méchant, c'était une copie conforme de Saddam Hussein. Et à d'autres moments, c'était un Russe botté avec une... c'est Ivan Drago. C'est Ivan Drago. Oui, c'est Ivan Drago dans Rocky. Dans Rocky 4, c'est ça. Oui, le cinéma participe. Ah oui, à fond. Alors, le principe qui m'intéresse le plus ici, c'est votre 10e principe, c'est ceux qui mettent en doute la propagande sont des traîtres. Voilà. Alors, faut-il douter? C'est une nécessité, mais c'est dangereux en temps de guerre. C'est-à-dire que déjà... Pour qui?
pour celui qui doute. Lors de la Première Guerre mondiale, il y a des gens qui ne voulaient pas participer à la guerre, qui ont été abattus. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Celui-là, il sera abattu sur le front, par exemple. Puisqu'on disait qu'il y en avait un dixième, donc le dixième à chaque fois. Oui, c'est être décimé, c'est ça que ça veut dire, être décimé. Et les pacifistes ont été en prison pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. On sait peu, par exemple, que dans les camps nazis, il y avait beaucoup de témoins de Jéhovah. Alors pourquoi ces témoins de Jéhovah ? Parce que ces témoins de Jéhovah, ils sont pacifistes. Ils disent, il est mis dans la Bible, tu ne tueras point. Moi, je ne veux pas aller à la guerre, je ne veux pas tuer. Eh bien, ils allaient dans les camps, et il y en a beaucoup qui sont morts dans les camps. J'étais récemment à Buchenwald. Eh bien, il y a là beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont morts. Donc, être pacifiste, c'est dangereux. Poser des questions, c'est dangereux. De toute façon, on ne vous répondra pas en temps de guerre. Vous savez, vous, combien il y a de morts en Ukraine ? Personne ne le sait. Non. Ça fluctue. Ouais, ça dépend des fluctue sources. largement alors. Ouais. Ce qu'on nous dit, c'est alors le nombre de morts de l'ennemi. Oui, On c'est dit, vrai. Oui. mais pour les ennemis, c'est terrible. Pour eux, ça va très mal. Apparemment, il y a 500 000 Russes qui sont morts, je crois. Ouais, Oui, c'est ça, c'est ce c'est qu'on ça, dit. Mais, Je crois Bien qu'ils sûr. n'ont jamais été 500 000 même à combattre. oui, et ça fait partie évidemment de la désinformation à ce moment-là. Et si vous posez des questions, c'est que vous êtes un agent de l'ennemi. Oui, Ah, mais Ouais, ça aussi. Oui. c'est un peu. Je ne veux pas une analogie qui vaudra ce qu'elle vaut, mais c'est un peu comme si on demandait à un enfant de choisir entre son père et sa mère Oui. lors d'un conflit, quoi, d'un divorce. C'est-à-dire Peu importe la position, elle sera inconfortable. oui. Je pense que en temps de guerre, si vous posez des questions, vous êtes suspect. Oui. Mais d'ailleurs, justement, quel que soit le conflit, quand on doute, mais sans se positionner, on est déjà parti pris. En fait. Tout C'est à ça fait. qui est drôle. Oui. Chacun va C'est quand on pose penser une que- question, si on dit tiens, mais ce qui se passe en Ukraine, on est pro-Poutine. Oui, Alors qu'on n'a pas fini la phrase d'ailleurs. Oui. C'est assez intéressant aussi ce c'est truc-là. ça. Et avant ça, vous étiez pour Milosevic, et Bien sûr, avant bien ça sûr, pour oui. Saddam Hussein, et pour toujours pour nos ennemis. Donc, est-ce que la question, c'est est-ce qu'il est éthique de douter ? Mon éthique, c'est qu'il est nécessaire de douter avant d'agir. Parce que sinon, vous allez être embarqué dans quelque chose que vous allez regretter. Enfin, par c'est la quand suite. même, vous êtes, enfin, c'est votre pays qui est en guerre, vous doutez. Est-ce que vous ne faites pas le jeu de l'ennemi si vous doutez ? Alors, on en a parlé il y a quelques instants. Votre grand-père et mon père, ils ont douté et puis ils ont agi. À certains moments, il faut agir, mais il faut d'abord fameusement douter et se demander quelle est la bonne cause et si vraiment déjà, ça vaut c'est la un jugement peine. de valeur. Bonne cause, Oui, oui, c'est déjà un jugement de valeur. bien sûr. La Mais cause juste, c'est déjà un peu plus juste. Qu'est-ce qui est juste ? oui. Est-ce qu'il est juste de ne pas soutenir les efforts de guerre de votre gouvernement pendant une guerre ? Alors, saint Thomas d'Aquin avait pensé à ça et avait étudié ce qu'était une guerre juste. Et notamment, il fallait, pour appuyer une guerre, que ce soit le gouvernement légitime qui la déclenche. Et qu'est-ce qu'un gouvernement légitime ? C'est beaucoup de points d'interrogation. C'était De Gaulle ou c'était Pétain pour la France ? Et puis, il faut que les dégâts imaginables de la guerre soient inférieurs soient inférieurs à ce qu'on peut imaginer par rapport à la situation existante. Et que donc, je ne suis pas une fidèle de saint Thomas d'Aquin, mais je me dis, ça vaut la peine de réfléchir à toutes ces questions-là avant de prendre parti. Et puis, oui, heureusement qu'il y a eu des résistants, heureusement qu'on n'a pas laissé les nazis s'installer dans toute l'Europe, mais il faut d'abord bien réfléchir et douter de toute la propagande. Pour la Seconde Guerre mondiale, il y avait la propagande allemande, mais il y avait aussi la propagande de l'autre côté, bien sûr. D'ailleurs, qui leur colle encore à la peau.
je veux dire, il y a une superbe phrase dans le film OSS 117 qui dit, qui a un intervenant allemand et qui lui dit puis-je avoir la liste des sympathisants nazis allemands, et le gars lui répond avec l'accent allemand, mais vous savez, tous les Allemands ne sont pas nazis. Et il répond, j'ai déjà entendu cette théorie. Donc vous voyez, il y a encore cette espèce de ça reste encore dans les esprits, c'est-à-dire que pour le commun des mortels, à travers les médias, à travers la littérature, à travers les BD, l'allemand est un nazi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait, mais bon, à un moment donné... En Italie, on disait autrement, on demandait quel est le pays qui a le plus souffert de la guerre. Alors les uns disaient l'Union soviétique, les autres disaient l'Allemagne, et puis on disait mais non, pas du tout, c'est l'Italie. 30 millions de fascistes en 1943, plus un seul en 1945. C'est un peu inversement que les résistants français. C'est une bonne boutade. C'est exactement l'inverse. C'est l'inverse des résistants. C'est une très bonne boutade. Mais pour en revenir à votre bouquin, donc là vous faites un constat, vous nous expliquez comment ne pas tomber dans le piège de la propagande. Et je veux dire, est-ce que vous prenez parti, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vous essayez d'être objectif, regardez la propagande, et qu'à un moment vous dites, bon, je vais plutôt choisir ce camp que celui-là, ou vous essayez toujours d'être en recul? Enfin, quelle est un peu la manière dont vous voyez aujourd'hui les conflits qui se passent? Et je pense que la neutralité, ça n'existe pas vraiment. Non, on est d'accord. À part en Suisse, bien sûr. Donc, je pense que le fait de regarder les deux types de propagande, ça va être considéré des deux côtés comme une traîtrise. Moi, la question, c'était pour prolonger ça. Vous nous dites comment identifier la propagande et comment identifier la vérité. Parce qu'on entend aussi la vérité qui passe. Comment est-ce que vous faites la part des choses entre la propagande et la vérité? Alors, dans l'information de guerre, je parle. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment même, on ne peut pas faire la différence. C'est impossible, selon moi. On nous a dit, par exemple, pour le Kosovo, Bernard-Henri Lévy et ses amis parlaient d'1 million de morts. Bon, il n'y avait pas 2 millions de Kosovars, et donc une personne sur 2 était morte. On les aurait enjambés dans les rues sans arrêt. Bon, on se rendait bien compte que c'était exagéré, mais on n'a pas d'argument au moment même. Comment voulez-vous contrer cette propagande? Après la guerre, il y a eu des médecins légistes espagnols qui sont allés et qui ont vu quels étaient les dégâts réels. Et ils ont exhumé 3000 corps, et ils estiment qu'il y en a peut-être eu jusqu'au double, parce qu'on en achetait dans les rivières ou que sais-je. Et donc, ce conflit a fait une chose horrible, peut-être 5000 morts. Oui, mais on nous avait dit 500 000, 1 million. Après la guerre, on peut voir quelles ont été les exagérations, quelles ont été la les vérité prend mensonges, l'escalier, etc. À ce moment-là, oui. Par exemple, l'histoire des bébés arrachés à leur couveuse. On disait, c'est bien bizarre. Moi, je me suis dit, ils sont jetés sur le sol glacé de l'hôpital du Koweït. Il faut déjà trouver un hôpital du Koweït dont le sol soit glacé. Bon, tout ça me semblait bien étrange, mais je n'ai pas d'argument. Mais des mois, des années après, il y a eu une enquête d'Amnesty, etc., qui a donné les résultats que c'était un bobard de guerre absolu. Mais on ne le sait qu'à ce moment-là. Après, il y a toujours la question à qui profite le crime. Oui, il y en a qui ont plus intérêt à la guerre que d'autres. Ça, on peut se demander, oui. Mais vraiment, puisque vous... La vérité, oui, la vérité, trouver la vérité, comme vous le dites, c'est juste après. La vérité, je suis journaliste. À un moment, il y a quand même des journalistes qui disent la vérité. Mais voilà, il y a quand même des journalistes qui disent la vérité. C'est ce qu'ils ont vu, enfin, ce qu'ils rapportent. S'ils arrivent, évidemment, à la dire, la vérité. Oui. S'ils arrivent à sortir du carcan de la censure. La guerre en Yougoslavie, parce qu'en 1999, j'étais sous les bombes à Belgrade. Et une nuit, on voit l'hôpital qui est bombardé. Le matin, je m'y rends et il y a déjà la chaîne américaine
qui est occupé à expliquer ce qui s'y est passé et qui dit, devant moi, qu'ils ont été obligés de frapper cet hôpital parce que les Serbes y cachaient des tanks. Bon. Or, c'est un hôpital qui n'a pas d'étage, des espèces de préfabriqués en longueur. Ça me rappelle quelque chose que vous dites. C'est difficile de cacher un tank là-dedans. Sauf si on construit par-dessus le tank. Peut-être que là, justement, c'est pour ça que peut-être que là, les hôpitaux ont le sol glacé, parce qu'il y a des tanks, je sais pas, c'est possible. Et je demande à Rogers, qui était le journaliste qui prenait la parole, je dis, mais où est-ce qu'ils sont ces tanks? Il dit, les Serbes les ont certainement déjà évacués. Or, la seule route qui menait à cet hôpital, c'était une route asphaltée qui était devenue liquide par l'impact et la chaleur du bombardement. Et donc, si on avait sorti un tank, ça aurait fait des ornières énormes. Eh bien, je me suis demandé souvent, est-ce qu'il ment consciemment ou bien il raconte un truc qu'on lui a demandé de raconter? Oui, les journalistes sont quand même un peu instrumentalisés, non? Pas un peu. Un peu. Et là, il y avait des journalistes belges qui sont restés à l'hôtel et qui ne sont pas allés sur place. Sur place, j'ai rencontré des Grecs, mais les autres, ils disaient non, on a déjà tous les renseignements, on nous a envoyé les documents visuels et les commentaires. Donc, ce jour-là, à la télévision belge ou française, on aura dit, ben voilà, ils ont été obligés de frapper cet hôpital parce que les Serbes y cachaient des tanks. Il faudra avoir des journalistes de journalistes. Et le pire, c'est ce qu'ils appellent embedded, oui. Les journalistes qui sont encadrés, Embarqués. pour aller voir certaines choses. On appelle ça des visites guidées. Oui, c'est c'est ça, tout à fait ça. guidée. Mais après avoir écrit tout ça, est-ce que vous tombez de temps en temps vous-même dans la propagande de guerre? Est-ce qu'il y a des guerres où vous étiez enragé parce que vous aviez vu une image qui vous avait choqué et puis vous vous êtes dit non, il faut que je regarde dans mon bouquin pour m'immuniser contre cette propagande? J'essaie d'être immunisé, mais c'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que l'émotion Oui, bien sûr. peut nous prendre aussi. Oui, bien sûr. Quand on voit un bébé mort voilà. en première du journal, Oui. ça nous met la rage. C'est tout à fait évident. Donc ce que vous dites, en fait, c'est que il ne peut pas y avoir de guerre sans propagande. Ah, je crois. Donc ça veut dire que dès qu'il y a une guerre, il y aura de la propagande. Parce que ça Avant, devrait être là. Avant la guerre. Mais ça devrait être vous savez, comme un warning, un avertissement. Attention, il risque d'y avoir de la propagande. Mais tu sais que c'est ce qu'ils faisaient avant sur la chaîne de RT, chaîne sponsorisée financée par le Kremlin. C'est ça qui est marrant, c'est qu'ils ne le font jamais sur leur propre chaîne. Donc il y avait ça, cette espèce d'avertissement. Attention, quand vous écoutiez oui, c'est ça. C'est financé par le Kremlin. De notre côté, on nous dit faites attention parce que c'est une chaîne de propagande russe. D'accord? Mais vous avez raison, on ne nous met jamais. On ne le met pas sur nos chaînes à nous. C'est l'OTAN qui. Non, attention, c'est une chaîne de propagande belge. mais c'est ça qu'il y a de complètement dingue, c'est que les gens. Enfin, il suffit de leur dire quelque chose d'aussi bête que même un enfant il dirait mais attends, la propagande c'est toujours les autres. Oui, c'est ça. C'est toujours les autres, la propagande. Nous faisons de l'information. Mais c'est pas de la propagande. Mais c'est complètement fou de penser. penser. Et la propagande est aussi, par exemple, au cœur de l'Europe. Ils ont une division qui est une division de communication, mais qui doit avoir des obligations de réussite. Ils doivent le lendemain vérifier si dans les journaux on a bien passé l'information qu'ils ont fait sortir. Et donc, on pourrait appeler ça propagande pour l'Europe. Mais naturellement, on appelle ça communication, information. Vous savez qu'à l'époque, bon, c'était il y a quelques années, j'avais compté le nombre de personnes, et c'est très facile à faire. Il suffit que vous alliez sur le site de la Commission européenne, vous regardez service du porte-parole, et à l'époque, j'avais compté combien il y avait de personnes qui travaillaient au service du porte-parole. Donc, j'étais un journaliste accrédité. Il y avait une centaine de personnes qui parlaient. Une centaine de personnes qui travaillaient au service du porte-parole, un service de communication d'une centaine de personnes. Et leur boulot, c'était évidemment
d'en dire le moins possible, hein, en plus. Quand on devait leur poser des questions, et à chaque fois, il fallait les harceler pour avoir des réponses. Et en fait, leur boulot, c'était de cacher l'information. Donc, une centaine de personnes. À l'époque, c'était il y a, je sais pas, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, ils sont encore plus. Ce qui est aussi intéressant dans votre livre, c'est qu'en fait, très vite, on peut dépasser facilement le cadre de la guerre. Parce que cette propagande, on pourrait la retrouver. Elle rappelle beaucoup la période Covid aussi. Les 10 points, on peut les mettre sur le Covid. Hein, c'était une guerre. Ah ouais, c'était en guerre contre un virus. Oui, il l'avait dit d'ailleurs. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Donc il y a ça. Et même peut-être à titre privé, voire à titre professionnel, on peut retrouver ce même genre de propagande. Oui, oui. Et ça, c'est pour ça que d'un point de vue sociologique, ça va très très loin. On dépasse le cadre de la guerre ou des grandes informations. Oui, on peut appliquer ces principes, par exemple, à un conflit social. La grève, elle a commencé à cause de quoi? Parce que le patron a obligé à faire plus d'heures ou parce que les ouvriers sont intraitables et exigent que... Bon, c'est possible. Mais aussi dans un cas de divorce. Parce que dans un cas de divorce, qui est-ce qui a commencé? À qui reviennent les torts? Si vous continuez à voir votre ami sans sa femme, elle va dire comment, mais il a pris parti pour l'un, pour l'autre, etc. Donc, effectivement, ça peut être appliqué à bien des domaines. Pour dire ce que vous dites, douter justement, je cite dans votre conclusion, vous dites « Pourtant l'hypercritique, même si elle peut déboucher sur des sottises désolantes comme le négationnisme, n'a que peu de morts sur la conscience et l'excès de scepticisme me semble porter à moins de conséquences tragiques que la crédulité aveugle. » Alors, je continue à croire à ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire que les guerres sont menées parce que la population, parce que l'opinion publique est crédule. Et si elle était moins crédule, eh bien sans doute qu'elle se laisserait moins entraîner dans des guerres. Donc, a fortiori, c'est avant tout ça. Oui, oui. Ça veut dire qu'il faut travailler pour ne pas être crédule. Voilà, et la propagande prépare la guerre des mois ou des années avant. Vous qui enseignez justement, est-ce que vous pensez que le fait d'enseigner ces 10 commandements, et je suppose que vous apprenez ça à vos étudiants, est-ce que vous remarquez qu'il y a un esprit critique qui se fait? Parce que moi, j'ai remarqué ça je vous demande ça parce que j'ai remarqué ça pendant le Covid. Il y a beaucoup de gens qui me parlaient de l'expérience sociologique de H ou d'autres expériences sociologiques telles que celle de Milgram. Mais quand eux étaient confrontés à cette expérience-là, ils ne la remarquaient même pas. Donc c'est ça qui est assez... Alors, d'une part, comme je suis enseignante, j'ai été enseignante toute ma vie, je suis positive par rapport à l'éducation et je pense qu'on peut former des jeunes à être critiques, à être sceptiques. Donc, j'y crois. Ce midi, il y avait un séminaire d'un de mes anciens étudiants qui rappelait certaines choses qu'il avait apprises là. Donc, je pense que ça peut être utile. Maintenant, ce que vous dites est très vrai, c'est qu'on se rend compte de toutes les fois où on a été grugé par la propagande et on jure, la fois prochaine, on ne m'y prendra plus. Et puis, on recommence le même système, on conditionne l'opinion publique à penser qu'elle est en état de légitime défense, que c'est un monstre à qui on va s'attaquer, qu'il a fait des massacres, etc. Et on va marcher quand même. J'ai une petite question justement, toute petite. Est-ce que vous avez l'impression que sur l'Ukraine, ça a pris au début peut-être, mais est-ce que vous pensez que ça prend toujours là ? En tout cas, le battage médiatique est toujours énorme. Oui, mais est-ce que vous pensez que dans l'opinion, là, les gens, ils sont prêts à mourir pour l'Ukraine ? Alors, qu'ils soient prêts à mourir pour l'Ukraine, je ne suis pas à part tout à les fait Ukrainiens. Sûr. Même les Ukrainiens ne sont peut-être plus aussi enthousiastes. Mais il est évident que quand on voit l'attitude de la population face aux réfugiés ukrainiens, beaucoup de choses ont changé. Dans un premier temps, c'était « les pauvres gens, on va ouvrir nos portes, etc. » Mais les gens pensaient que ça allait être pour 15 jours ou pour 3 mois.
Et puis maintenant, le conflit s'enlise et ils sont toujours là. Et les gens commencent à faire des comptes en disant mais ils touchent plus que les autres réfugiés, pourquoi pas les Palestiniens et pourquoi pas les Syriens et pourquoi pas et donc il y a un certain recul qui se fait par rapport à la cause ukrainienne, mais je pense que la propagande actuelle est encore à fond pour que nous utilisions la bombe atomique s'il le faut pour garder l'Ukraine dans le cercle des puissances occidentales. Vous y croyez à cette possibilité d'une guerre atomique, vous ? Vous savez, je ne suis que historienne. Regarde après. Je sais à peu près ce qui s'est passé dans le passé et je ne sais absolument pas ce qui va se passer dans l'avenir. Bon, restons confiants et on ne peut qu'en conseiller à nos auditeurs de cultiver leur incrédulité. Voilà, c'est un bon conseil. Cultivons le doute. Cultivons le doute. Et donc, pour bien connaître tout ça, on rappelle votre livre « Principes élémentaires de la propagande de guerre ». Ce livre est un peu difficile à trouver, mais si vous cherchez, vous allez le trouver. Et puis, peut-être que vous pouvez aller tanner notre libraire partenaire, à savoir Maupassant à Jette, qui vous le commandera certainement. Merci Anne Morelli pour cet entretien. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Monde d'à peu près. Au revoir. Au revoir. Au revoir.